Copernic et Galilée. Bonjour à tous. Imaginez un monde où la Terre est au centre de l'univers, immobile, et qu'autour d'elle tournent les planètes, le Soleil et les étoiles. Un monde où cette certitude est enseignée depuis des siècles, acceptée par les savants comme par l'Église. Et maintenant, imaginez que quelqu'un vienne briser cette vision, affirmant que tout est faux, que la Terre n'est pas au centre du monde, qu'elle n'est qu'une planète parmi d'autres flottant dans un espace infini. Une révolution copernicienne, au sens propre, qui va naître et s'imposer grâce aux travaux de deux hommes, Nicolas Copernic et Galilée. L'un théorise, l'autre démontre. Ensemble, ils vont faire basculer cette vision du monde millénaire et ouvrir la voie à la science moderne. Qui étaient ces deux génies qui ont osé défier les certitudes de leur temps ? Je vous propose aujourd'hui un voyage dans le temps et dans l'espace en compagnie d'Emma Hollen du podcast Science Infuse. Un voyage à la rencontre de deux grands esprits qui ont su bouleverser complètement notre vision du monde. Partons donc dans un univers bien différent du nôtre. Avant Copernic, l'explication dominante de l'univers repose sur une idée héritée d'Aristote, qui était réputé pour être meilleur philosophe que physicien. Selon lui, et d'autres en son temps, la Terre est le centre du cosmos. Elle est immobile, et tout, depuis la Lune et les planètes jusqu'au Soleil et aux autres étoiles, tourne autour d'elle. Cette théorie a le mérite d'être intuitive, car on voit bien le Soleil décrire un arc de cercle d'un bout à l'autre de l'horizon durant la journée. Mais le problème, c'est qu'elle manque de précision. Le mouvement des planètes en particulier semble erratique. Elles avancent, puis ralentissent, font demi-tour, puis reviennent sur leur trajectoire première. C'est d'ailleurs ce qui leur vaut leur nom, planétès, qui en grec signifie errant ou vagabond. Pour régler ce souci un peu gênant, Ptolémée, un astronome grec du IIe siècle, propose une nouvelle théorie. La Terre est toujours au centre de l'univers, mais les planètes tournent désormais sur des orbites d'orbites, qu'on appelle des épicycles. En gros, elles décrivent un cercle autour de la Terre, mais sur ce cercle, elles suivent une autre orbite complémentaire qui permet d'expliquer pourquoi elles semblent revenir en arrière de temps à autre. Ouf, l'honneur est sauf. Et le système dit ptolémaïque perdure ainsi durant pas moins de 14 siècles, notamment grâce au soutien de l'Église qui y voit une preuve de la création divine. Dans la Bible, en effet, on précise que Dieu crée d'abord la Terre, puis le Soleil et les autres astres. On dit aussi que le Soleil se lève et se couche, et que la fixité de la Terre est une manifestation de sa perfection divine. Ainsi, pendant longtemps, le modèle fonctionne, enfin, plus ou moins. Oui, car plus les observations astronomiques deviennent précises, plus on s'aperçoit que le modèle de Ptolémée ne colle pas tout à fait. On rajoute des épicycles sur des épicycles sur des épicycles. Un vrai casse-tête, bien loin de la simplicité du modèle prôné par Aristote. Et c'est dans ce contexte qu'arrive au XVIe siècle un chanoine polonais du nom de Nicolas Copernic. Il naît en 1473 à Toruń, dans l'actuelle Pologne. Étudiant brillant, il fait ses études en Italie, où il découvre l'astronomie. Oui, mais Copernic n'est pas astronome de profession. En fait, il est médecin, juriste, mais surtout passionné par les mathématiques et l'observation des étoiles. Il passe des années à étudier les anciens modèles et aboutit à une idée révolutionnaire qui tient en 3 points. Le Soleil et non la Terre est au centre du système, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures et elle effectue une révolution autour du Soleil en 1 an. Une hypothèse audacieuse qui simplifie les calculs astronomiques et explique mieux le mouvement des planètes. Mais Copernic hésite. Il sait que son modèle va à l'encontre de tout ce que l'on croit depuis des siècles. Et redoutant de s'attirer les foudres de l'Église et de ses pairs, il attend 30 ans avant de publier son livre, De Revolutionibus Orbium Celestium, en 1543. Il meurt quelques semaines après, laissant derrière lui une théorie qui reste donc confidentielle. Et il faut dire qu'au XVIe siècle, très peu de savants adhèrent à ce modèle. Certains le trouvent intéressant, mais purement spéculatif. D'autres le rejettent totalement. L'un des seuls qui ose y adhérer publiquement, Giordano Bruno, est envoyé au bûcher. Autant dire que Copernic a bien fait de rester prudent. Mais bientôt, un autre esprit brillant reprend le flambeau. Nous sommes en 1609 en Italie. Galileo Galilei, que nous appelons simplement en français Galilée,
est aussi un esprit brillant. Mais contrairement à Copernic, le timide, c'est un homme au caractère bien trempé, qui aime la controverse et qui n'hésite pas à ridiculiser ses adversaires. Professeur de mathématiques à Florence, il s'intéresse à tout. La chute des corps, le pendule, la résistance des matériaux. Et il entend parler d'une invention qui circule en Europe, une lunette grossissante. Il la perfectionne et pointe son instrument vers le ciel. Et ce qu'il découvre change tout. Tout d'abord, la Lune n'est pas une sphère parfaite, comme Aristote l'avait affirmé, mais une surface accidentée avec des montagnes et des cratères. Ensuite, Jupiter possède des lunes qui tournent autour de lui et non autour de la Terre. Et enfin, et surtout, Vénus présente des phases, comme la Lune, ce qui lui permet de prouver qu'elle tourne autour du Soleil. Ces observations confirment en partie le modèle de Copernic. Pour Galilée, il ne fait plus de doute que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Mais il y a un problème. L'Église ne veut pas en entendre parler. Alors au début, Galilée suit l'exemple de Copernic. Il reste prudent. Il cherche des soutiens, notamment auprès du pape Urbain VIII, qui l'encourage, tant qu'il présente ses idées comme des hypothèses, et non comme des vérités absolues. Soyez prudent. Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité, ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux ? Je souhaite que vous écriviez un livre sur les deux grands systèmes du monde. Le modèle d'Aristote et de Ptolémée et celui de Copernic. Naturellement, vous expliquerez les deux systèmes, mais sans prendre parti. Oui, sauf que Galilée est un provocateur. Il publie en 1632 le Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, un livre qui met en scène un débat entre un partisan du modèle géocentrique, où la Terre est au centre du système solaire, et un défenseur de Copernic et de son système héliocentrique. Sauf que le personnage qui défend l'ancienne vision du monde est tourné en ridicule. Son nom, Simplicio, suggère qu'il est simplet, et certains membres du clergé chuchotent même que c'est une caricature du pape lui-même. L'Église réagit cette fois-ci, et Galilée est convoqué devant l'Inquisition. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expier le péché originel. Nous, les savants, nous sommes les hommes de Dieu, choisis par lui. Mon ambition est de mieux comprendre l'univers pour me rapprocher davantage de lui. Alors je suis le chemin qu'il m'a tracé. Car sans lui, je ne pourrais rien. En 1633, il est jugé pour hérésie et contraint d'abjurer ses idées. Selon la légende, après avoir renié publiquement l'héliocentrisme, il aurait murmuré « Eppur si muove » et pourtant elle tourne. Bon, l'anecdote est fausse, mais l'image reste. Et elle illustre bien la force de ses convictions. Il passe les dernières années de sa vie en résidence surveillée, aveugle, mais convaincu d'avoir raison. Galilée meurt en 1642, mais ses idées ne disparaissent pas. Quelques décennies plus tard, un autre génie, Isaac Newton, démontre grâce aux lois de la gravitation pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. En 1757, l'Église finit par lever l'interdiction des livres coperniciens. Il faut attendre 1822 pour que l'Église autorise l'enseignement du système de Copernic. Et enfin, en 1992, soit près de 350 ans après son procès, le pape Jean-Paul II reconnaît officiellement que Galilée avait raison et que l'Église s'était trompée. Comme l'écrit en 1938 le dramaturge allemand Bertolt Brecht dans sa pièce La vie de Galilée, je cite, « Celui qui ne connaît pas la vérité, celui-là n'est qu'un imbécile. Mais celui qui la connaît et la qualifie de mensonge, celui-là est un criminel. » Une pensée qui reste au cœur de notre époque actuelle. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode sur cette révolution astronomique qui a changé notre vision du monde. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a appris plein de choses sur ces deux génies qui ont osé regarder le ciel différemment. N'hésitez pas à écouter le podcast Science Infuse avec lequel nous avons fait cet épisode en collaboration. Vous apprendrez plein de choses passionnantes sur la science en général. N'hésitez pas non plus, si vous utilisez Spotify, à me laisser votre avis sur l'épisode. La section commentaires est ouverte. Vous pouvez me donner votre avis, me faire des suggestions, d'autres révolutions scientifiques à traiter peut-être. Et plus largement, me contacter sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Et on se retrouve très bientôt
pour une nouvelle page d'histoire.